Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 8h39 sur l'antenne de Sud Radio. On est avec Noémie Alioua qui est restée avec nous et Frédéric Dabi de l'IFOP. Et on parlait avec vous tout à l'heure, Frédéric, de cette enquête que vous nous donnez en exclusivité ce matin sur Sud Radio pour Fiducial, Le Figaro et LCI. Il y avait d'autres éléments qui sont intéressants et c'est là-dessus que je voudrais vous entendre parce que après cette interview et cet entretien avec Agnès Buzyn, on voit bien que son souci numéro 1, c'est de replacer la vérité scientifique au cœur du débat et d'essayer de faire en sorte que ceux qui s'amusent avec cette science ne s'amusent pas et ne nous emmènent pas vers des chemins qui seraient pas très raisonnables. Ma dernière question portait sur la fin de vie parce que curieusement, je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais cette question qui est quand même une question fondamentale n'a pas passé la rampe et la barre médiatique. C'est-à-dire que ça n'a pas pris dans l'opinion. Peut-être une question pour vous justement, Frédéric, vous qui étudiez tout ça. Je trouve ça paradoxal de voir que la santé est très élevée en termes de préoccupation pour les Français, et en même temps que la question de la fin de vie n'a pas percé dans l'opinion. Pourquoi, à votre avis ? C'est intéressant ce paradoxe. La santé, c'est vrai, dans le baromètre de rentrée IFOP Fiducial pour Sud Radio sur les préoccupations des Français depuis 2019, donc avant le Covid. 2019, c'est la grève au service d'urgence des hôpitaux. La santé est la première préoccupation des Français. Aujourd'hui, quand on parle santé aux Français, ils ne répondent pas fin de vie. Bien sûr, ils répondent accès aux soins, qui est un problème fondamental. On l'a vu aux élections municipales, c'était un des premiers déterminants du vote. La fin de vie, c'est vrai qu'il y a un décalage, un sujet qui implique tout le monde, qui passionne tout le monde. Quand l'IFOP a eu la chance de faire des conférences citoyennes, des conventions citoyennes, des débats, nous avons eu un monde fou, nous avons eu une opinion qui s'est emparée du sujet, mais un sujet tellement intime qu'il a eu du mal à être déployé à l'échelle médiatique. Et puis quand même, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai parfois été instrumentalisé, mais c'est pas ce que je c'est pas mon sujet. Ce que je vois à travers nos enquêtes, que ce soit des quantitatifs, c'est-à-dire des questions fermées, toujours un peu enfermantes, si je puis dire, des qualitatifs, des conventions citoyennes où on forme les gens, c'est le sujet où entre ce que veulent les Français, quelle que soit la génération, la catégorie sociale, l'appartenance religieuse, la proximité politique, et ce que proposait jusqu'à maintenant le législateur, il y a le décalage le plus fort. Ouais. Les Français veulent avoir la possibilité de... C'est pas une question de santé, c'est une question de liberté. Et pour eux, la loi Claeys-Leonetti, malgré ses mérites, était vue comme une loi pour les médecins. Pas une loi pour les patients, pas pour ce loi. Elle ne laissait pas aux patients la possibilité de choisir, pas suffisamment. Charles Bietri, qui dit, vous l'avez entendu, à travers ce qu'il arrive à dire, pouvoir choisir le moment où on va partir. Noémie Alioua, sur ce point, comment vous expliquez ça ? Pour moi, il n'y a pas de paradoxe entre le fait à la fois de vouloir se soucier de la santé, le fait de pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles et en même temps le fait de maîtriser un maximum sa fin de vie. Parce que cette question de fin de vie arrive au moment où justement il n'est plus possible de raviver la santé. Il arrive au moment où en fait... On est de toute façon en fin de vie. La question, c'est de savoir comment gérer ces derniers instants, comment gérer la souffrance, comment la souffrance fait peur. D'ailleurs, c'est une des peurs existentielles. Je voulais peut-être juste vous lire un petit morceau du texte de Michel Houellebecq qui est paru hier dans Le Figaro, qui donne son point de vue là-dessus. Alors voilà, je vous lis son texte. Il est vrai que je me suis employée à scruter les symptômes du suicide occidental, la montée du nihilisme, mais je n'ai pas le souvenir de m'en être réjoui. Nous entrons dans un monde où il sera plus facile de mourir. J'aurais préféré un monde où l'on puisse vivre. Alors là, c'est la lecture de Michel Houellebecq, qui, on le sait, est assez philosophique. Lui, il fait le lien entre ce manque d'opposition à cette fameuse loi au fait, finalement, de se laisser d'une civilisation qui est en train de s'éteindre et qui se laisse s'éteindre. C'est un point de vue que je trouve intéressant sur la question. Ah oui, et d'autant que, on l'a rappelé tout à l'heure, le texte tel qu'il est prévu aujourd'hui, et c'est peut-être son principal point faible, c'est qu'il crée d'une certaine façon un 2 poids 2 mesures face à la mort, avec ceux qui auraient les moyens d'une santé et ceux qui n'auraient pas les moyens et se laisseraient s'éteindre, comme nous dit Michel Houellebecq. Oui, c'est vrai que on va voir ce qui va être voté le 15. Jusque-là, il y avait vraiment ces deux catégories de citoyens. On se souvient d'Anne Baer qui annonce au micro de France Inter qu'elle va partir en Suisse ou en Belgique mettre fin à ses jours. Il y avait cette inégalité et il y avait, c'est vrai, un sujet, pour reprendre ce que vous dites, Jacques, parce qu'il n'a pas fait l'objet d'un vrai débat médiatique. On peut le regretter d'ailleurs, parce que c'est un vrai sujet de société. Sur BFM ou ailleurs. C'est un sujet qui est entré par les faits divers, par des faits individuels.
Depuis 2001, Vincent Humbert, ce pompier qui écrit après un accident terrible où il perd Exactement. la vue, l'ouïe, etc. Il devient handicapé, tétraplégique. Il écrit à Jacques Chirac pour mettre fin sur Vincent Humbert. Vincent Lambert, Charles les époux Bietri, de vous venez d'en Lutetia parler. en 2013, Charles Bietri qui heureusement est toujours là avec nous, mais c'est parce qu'il y a eu ce cas-là que il n'y a pas eu de vrai débat, les gens se sont appropriés des faits individuels affreux. Il a manqué un vrai débat peut-être rationnel, et puis on a eu des choses que j'ai trouvées un peu malhonnêtes. Cette opposition, soins palliatifs, fin de vie, c'est pas l'un contre l'autre, c'est et bien sûr, il y a un vrai problème de développement des soins palliatifs. Quand l'IFOP avait fait sa conférence de citoyens, on avait un département sur 4 qui en avait, maintenant c'est 1 sur 3, presque 1 sur 2, mais ça reste insuffisant. Mais est-ce qu'il y a quand même une inégalité face à la mort, quand même, avec ce texte? On est Il d'accord y a avec ça. toujours une inégalité face à la mort, ça c'est évident, mais je crois que s'il n'y a pas eu autant d'opposition, si ça n'a pas fait l'objet de débats passionnés, c'est parce qu'au fond, les Français sont plutôt pour. Vous voyez les sondages qui sont parus sur cette question. Donc le président de la République a raison de vouloir aller vite? En tout cas, ça. Parce que le Sénat, on l'a dit. Alors, aller vite, c'est toujours compliqué. Ça mérite quand même. Oui, mais là, il veut que ça s'accélère. Il veut que ça puisse être inscrit parce qu'il veut aussi pouvoir. Il y a plutôt un consensus. La question, c'est de savoir pourquoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir les différentes raisons qui sont apportées, notamment par Michel Houellebecq. Mais il y a plutôt un consensus au sein de la société française sur l'idée qu'il faut améliorer les conditions de la fin de vie, et notamment via cette loi. Alors, il y a bien d'autres enseignements dans votre enquête, Frédéric Dabi, et on va l'évoquer tout à l'heure, notamment une poussée Jean-Luc Mélenchon. Comment peut-on expliquer ça? Eh bien, on se retrouve dans un instant avec vous et Noémie Alioua. Il est 8h45 sur Sud Radio. L'info se poursuit. On en débat tout de suite. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Il est 8h49 sur Sud Radio. On est dans le grand débriefing avec Noémie Alioua et Frédéric Dabi de l'IFOP. Et vous nous parlez, Frédéric, de cette enquête qui vient de sortir, que vous venez de réaliser pour Sud Radio, Fiducial, Le Figaro et LCI. Je le disais, c'est passé un petit peu sous les radars, mais quand même, Jean-Luc Mélenchon progresse, plus 3 ou 4 points, je crois. 3 points. Comment on explique ça? Il a profité de la séquence Marine Le Pen, où ça n'a rien à voir, lui continue sa route comme une sorte de lame de fond. Exactement, c'est celui qui est parti le plus tôt. C'est une question de temporalité. On a une gauche complètement désorganisée. Il y a eu ce vote du PS qui n'a pas été compris par beaucoup de Français, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les modalités d'organisation d'une primaire. On sait maintenant qu'il y aura une primaire fin septembre, début octobre. Par rapport à ça, fermée. Voilà, par rapport à ça, on a un Jean-Luc Mélenchon, je disais, il s'est finissé par le passé, tortue électorale, qui connaissait une dynamique lente. Et il l'a dit d'entrée de jeu, il a dit, chez moi c'est carré. Voilà, c'est devenu un lièvre, et c'est vrai que c'est carré, il y a une incarnation très forte, certes très impopulaire, mais qui a un socle de soutien extrêmement fort. Dans le baromètre, il faut Fiducial pour Paris Match et Sud Radio, prochaine livraison en début de semaine prochaine. D'ailleurs, il a un socle d'excellente opinion particulièrement fort, il a des vrais atouts, notamment du côté de la jeunesse, du côté des électeurs des grandes métropoles. Est-ce qu'il a des réserves de voix? Alors, il a un bon socle de premier tour, 15%, Jacques, il faut le dire, il n'a jamais été à un niveau pareil dans une campagne présidentielle 9 mois avant le vote. Ça ne veut pas dire qu'il va connaître la même dynamique que 2017 et 2022, mais... En tous les cas, ça veut dire que le spectre d'une finale Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon est tout à fait possible. Ah, mais tout à fait, c'est quelque chose que les Français je dis le spectre parce que beaucoup de Français le redoutent. Les Français du bloc central, du socle commun, tout ce qui n'est pas LFI-RN voient ça comme une véritable catastrophe. Comme une sorte de juin 40 électoral, comme vous recevez tout à l'heure Agnès Buzyn, on disait que le Covid, ça avait été un juin 40 sanitaire en termes d'organisation. C'est vrai qu'il y a ce socle qui est très très fort, mais il a eu des vraies difficultés à élargir ce socle. Les enquêtes de second tour qui valent ce qu'elles valent. Bien sûr, prudence. On ne connaît pas les résultats du premier tour. Là, il est absolument surclassé, quel que soit le candidat, et notamment par Marine Le Pen. Alors, justement, hier, à l'Assemblée nationale, on est avec Benjamin Glaise pour son hashtag et son regard sur les réseaux sociaux. Et hier, Benjamin, vive tension à l'Assemblée nationale, précisément avec des députés LFI. Précisément, cette semaine, c'était avant-hier, si effectivement, je dis juste en tout cas, le ton qui est monté à l'occasion du vote, vous savez, sur la très clivante loi sur la présomption d'usage légitime de l'arme pour les forces de l'ordre. Un incident en particulier, beaucoup commenté sur les réseaux sociaux depuis 48 heures. Il a été provoqué par la vice-présidente de l'Assemblée, la députée RN, Hélène Laporte, qui était au perchoir à ce moment-là. Elle a voulu donner la parole à une députée, sauf qu'elle s'est trompée de nom. Elle l'a confondue avec une autre élue. Madame Sebaï, allez-y. Madame la Présidente, Madame la Présidente, je m'appelle Farida Amrani, pas Madame Sebaï. C'est pas parce qu'on a la même couleur que
que ça donne pareil. Ça fait 2 fois que vous faites la même chose. Ça suffit. 2 fois. Madame Amrani, s'il vous plaît. Non. Madame Amrani. Non, Madame la Présidente, c'est pas la première fois que vous le faites. Vous ne au cours pouvez de pas. cette séance. Non, Madame Amrani, Pas ce n'est du pas tout, honnête Madame la de partir Présidente. sur ce terrain-là, et Pas vous le du savez. tout. Ouais, la colère de l'insoumise Farida Amrani, après avoir été confondue donc par la députée RN Hélène Laporte avec l'écologiste Sabrina Sebaï, ça a provoqué une levée de bouclier dans les rangs de la gauche. On a entendu des députés crier fascistes ou encore racistes à l'adresse d'Hélène Laporte, la vice-présidente qui s'est rapidement excusée, mais ça n'a pas suffi à calmer Farida Amrani. C'est une honte de se tromper de nom. Je m'en excuse de m'être trompé de nom. C'est souvent. C'est pas souvent, C'est Madame souvent Amrani. chez vous, Madame Non. la Présidente. Eh ben, le problème, il est là. Un arabe égale un arabe. C'est ça le problème avec vous. Et c'est ça le problème avec cette loi. Madame Amrani, C'est non. ça le problème Madame avec cette loi, Amrani, Madame la non. Présidente. Non, Madame Amrani. Vous faites pas de distinction. Madame- Quel que soit l'arabe ou le noir, ils sont tous pareils. Écoutez. C'est une honte. Non, Bien, Madame Amrani, on a bien compris, Noémie. J'ai envie de vous faire réagir à ça, évidemment. On a le sentiment d'une immense disproportion. Oui, elle a fait une erreur. Est-ce que ça valait toutes ces injures? Parce que ce sont des injures aussi. Du niveau des élus, de cette violence à l'Assemblée nationale. Je faisais tout à l'heure ma chronique sur le général de Gaulle. Et sa grandeur. Voir ce genre d'événements-là ridicules, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point l'époque est triste. Non, mais évidemment, on est complètement au cœur du logiciel identitaire de la France insoumise, qui est de toujours tout ramener à l'identité. Qui est de tout ramener à l'identité. C'est-à-dire, oui, faussement identitaire, mais c'est-à-dire qu'elle se trompe sur un prénom. Moi, je m'appelle Aliwa, tout le monde se trompe tout le temps sur mon nom. Ça m'est arrivé la première fois que je vous ai présenté. Mais enfin, c'est normal, c'est pas des noms parfois qui sont communs. On n'en fait pas une histoire identitaire à chaque fois. On peut bien comprendre qu'on peut buter sur des noms et que ça veut pas dire que c'est du racisme ou de l'antisémitisme ou que sais-je. L'idée de toujours tout voir à travers le prisme de l'identité. Mais ne si on soyons se pas trompe naïfs, sur mon nom, c'est parce qu'on est raciste. C'est une stratégie de fait de mettre les Français les uns contre les autres. Ils vont sauter dessus systématiquement. Ils vont sauter dessus systématiquement en clivant sur les questions identitaires, encore une fois. Et on est aussi au cœur de la stratégie qui a été très bien formulée par Jean-Luc Mélenchon lui-même, de la bordélisation de la vie politique. De tout faire pour que chaque événement devienne un conflit, devienne un événement qui fracture et qui rend de plus en plus les relations politiques violentes. Frédéric Dabi, la LFI ne sait pas voir le débat autrement que par le conflit. Oui, je partage ce que vient de dire Noémie. C'est clair que la stratégie du bruit, de la fureur, du tumulte et du fracas qui avait été théorisée par Jean-Luc Mélenchon est complètement présent. Mais les conséquences, c'est une opinion publique qui ne s'intéresse plus à ces débats. Quand on interroge dans les enquêtes qualitatives les Français sur leur campagne présidentielle idéale, eh ben ils veulent de vrais débats. Ils veulent une vraie campagne. Après une présidentielle un peu tronquée par Covid-Ukraine, après des législatives qui ont duré, la campagne a duré 2 semaines et demie du fait de la dissolution. Et là, souvent, ils convoquent la campagne de 2007. Une campagne absolument féerique avec des candidats très forts. Et c'est vrai que c'est pas ce qui est attendu quand on voit une telle bordélisation et ces incidents complètement, comment dire, truqués. Dans l'une de vos enquêtes, vous dites que, contrairement à une idée reçue où on dit la politique n'intéresse pas, on s'aperçoit qu'en réalité 90% des Français se disent intéressés. Mais ça m'étonne pas. Par la politique, par cette présidentielle. Tout à fait. Il y a une présidentielle très forte, c'est une présidentielle de rupture, de renouvellement, comme je le disais tout à l'heure, après la fin de l'ère Mitterrand, l'ère Chirac, et là c'est l'ère Mais ça veut dire que Macron. les hommes politiques se trompent en fait dans leur discours. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent pas entendre ces querelles. Exactement. Les Français veulent du débat et ils veulent surtout qu'on sorte de ce que j'ai appelé l'éclipse du politique, ce qui se passe depuis cette dissolution, depuis cette assemblée introuvable, ingouvernable, et comme le son de Benjamin Glaise l'a montré, ils veulent qu'on revienne à une sphère politique nationale qui écoute les Français, là ils se parlent entre eux, qui écoute les Français, règle les problèmes, pour reprendre un vieux slogan du PS, qui change la vie des gens. Et le drame que connaît le pays, c'est qu'on a l'impression que sur tous les sujets, sécurité, pouvoir d'achat, santé, éducation, on ne règle pas les problèmes. Très peu d'hommes politiques à l'échelle nationale échappent à cette éclipse du politique. J'en citerai un, c'est Gérald Darmanin. Les Français ont le sentiment, en dépit du souffle de l'affaire Liana, qu'il arrive à avoir des résultats pour améliorer la situation. Rapidement. Alors les Français s'intéressent sans doute au fond, mais quand même on voit bien que cette illusion de la communication fonctionne. Quand vous voyez qu'un certain nombre de politiques aujourd'hui font de la politique via les réseaux sociaux, via TikTok, via Instagram, avec des vidéos où on les voit juste boire du café ou aller chercher du tasti-crousti. C'est aussi ça aujourd'hui la politique, et ça cartonne, ça permet de se créer une base, de se créer une forme de popularité. Oui, mais et là il n'y a pas vraiment de fond. Ça, c'est de la mousse.
C'est-à-dire que oui, ça leur fait des abonnés, ça leur fait des clics, mais à un moment donné, il y a l'action de voter, il y a l'action d'y croire. Et on sent bien qu'en tous les cas, et je trouve que c'est rassurant. Le train d'enquête que vous venez de faire, lorsqu'on apprend que 90% des Français se disent intéressés, ça veut dire qu'ils veulent du débat. Et que les questions, la mousse, ce qu'on vient d'entendre là à l'Assemblée nationale, qui est quand même pas à la hauteur. Non, pas du tout. Évidemment pas à la hauteur. La salle parlementaire n'est plus une scène audible par les Français. La part des Français qui ont parlé spontanément du budget quand il a été voté, 3%. C'est comme un instrument, c'est comme un théâtre sans spectateurs. Et quand il y a un débat, ça vote. Je parlais de la présidentielle de 2007, 84 ou 85% de participation. Merci Frédéric, merci Noémie, merci Benjamin. On va, dans l'heure qui vient, revenir à la question de la canicule, des incendies. Je recevrai un spécialiste des forêts, parce qu'il nous dit, ce spécialiste des forêts tout à l'heure à 9h30, que on ne fait rien de ce qu'on doit faire. Et là, c'est l'écologie, j'ai envie de dire l'écologie positive, parce qu'il dit il y a des choses à faire, on peut faire mieux pour éviter que nos forêts brûlent comme elles ont encore brûlé dans ces derniers jours. Et ça n'est pas terminé, parce qu'on n'est qu'au début du mois de juillet. Il est 8h58, dans un instant, c'est donc la vérité en face. Vous nous appelez 0826 300 300. On va aussi parler des grandes fortunes et de cette idée qui vient d'être lancée par Sébastien Lecornu et qui pourrait répondre à la problématique du budget dont vient de parler Frédéric Dabi à l'instant. Faut-il faire payer les grandes fortunes ? Il y a une nouvelle idée qui vient d'apparaître. On en parle dans un instant. Il est 8h58. À tout à l'heure.